Bonjour, bon après-midi. Mon nom est Alain Fischer, mais ça n'a pas une grande importance parce que je suis là pour modérer et présenter les deux premiers orateurs de ce colloque cet après-midi. Le premier est Romain Hellmann, qui est médecin réanimateur anesthésiste, qui continue à travailler à l'hôpital Bichat. Et en même temps, et je trouve que c'est une belle prouesse, mais merci la SNCF, je pense, est directeur de la politique médico-soignante, conseiller médical de la direction générale de l'ARS Grand Est. Donc, on imagine. Bon, bref. On a entendu ce matin de l'excellent exposé de Madame Debru que parmi les définitions du mot hôpital, une d'entre elles était hôpital, hospitalité, c'était l'exposition à l'inattendu. Je pense que c'est une bonne introduction pour la discussion d'un point majeur de ce qui se passe à l'interface entre la santé hors de l'hôpital et l'hôpital, que sont les urgences. Donc, allez-y, à vous la parole. Alors, merci beaucoup. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Et merci pour... c'est un grand honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Et je vais essayer, à travers cet exposé, de vous emmener dans une réflexion autour du futur des services d'urgence en France. Je vais essayer de vous montrer que probablement le futur n'est pas encore complètement écrit, qu'il y en a certainement plusieurs. Il y a plusieurs trajectoires qui existent. Ces trajectoires sont basées sur des choix structurels qui soit ont déjà été faits ou qui restent à faire, mais qui vont supposer ces choix-là à faire des changements un petit peu de focale et de changer un petit peu d'approche. Si on regarde attentivement la situation, les urgences ne sont que le reflet d'une tension dans le système de santé. Et quand on parle aujourd'hui des crises des urgences, en fait, on parle de la crise de l'hôpital et de la crise du système de santé. Et loin d'être le problème central qu'on veut essayer de lui faire porter les urgences, en fait, ces services sont que le révélateur des difficultés ou des impasses de notre système de santé et donc un reflet de la société. De façon contre-intuitive, je vais essayer, durant ma présentation, d'essayer de vous montrer que le futur des urgences, en fait, il ne va pas dépendre des urgences. Il va surtout dépendre de ce qui va se décider en dehors des murs, à l'extérieur, et qui va dépendre très peu de l'organisation interne des services. J'essaierai de vous parler quand même un peu bien sûr, d'innovation, de l'IA, mais vous comprendrez de mes propos que la marge auquel ils vont contribuer au futur est finalement assez faible, et c'est finalement, ce que je vous ai dit, tout ce qu'il y aura à l'extérieur qui va déterminer un petit peu la suite. Alors attendez, excusez-moi, c'est bon. Le problème central des urgences, il est simple, c'est la saturation des urgences. Alors ce qu'on appelle en anglais l'overcrowding. Alors je suis désolé, on est au Collège de France, mais c'est juste pour vous dire que ce sujet-là, c'est pas une spécialité française, l'overcrowding, c'est une spécialité mondiale de tous les pays développés. Il y a des tensions dans les services d'urgence. Et c'est vrai que ces services sont devenus, dans la plupart des pays, un point de convergence de nombreuses tensions. Elles sont multifactorielles. J'en dirais quelques-unes, des tensions sociales toujours plus fortes, avec toujours une nécessité d'aller plus vite, d'être toujours plus proche des gens, des parcours de vie, des parcours de soins de plus en plus complexes, qui finalement rendent les prises en charge plus lourdes, plus longues, et plus chaotique. Mais le défi le plus important de notre système, c'est la pénurie croissante de ressources humaines dans le système de santé et qui touche tout ce système de santé et pas simplement les urgences. L'attractivité et la fidélisation sont en berne et le plus souvent par perte de sens. J'ai toujours du mal à comprendre que finalement un endroit ou un secteur avec si riche en sens, celui de sauver la vie, celui de prendre en charge en urgence, ce qui se passe actuellement, c'est la perte de sens. Et j'aime bien illustrer mon propos généralement avec une étude récente sur le fait que 80% des agents de la fonction publique hospitalière ont ressenti un jour dans leur travail un sentiment d'absurdité. Et c'est vrai que ça questionne finalement sur un secteur qui a tellement de valeur. Cette saturation, c'est pas une nouveauté.
Et ça fait depuis 30 ans que de nombreuses approches, j'ai entendu ce matin, de nombreux plans ont été tentés pour essayer de trouver une solution à cette saturation. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'évolutions qui ont été imprimées depuis ces dernières trentaines d'années, avec surtout à travers des rapports importants que je vous invite à lire. Il y a le rapport Steg dans les années 80, il y a le rapport Graal dans les années 90, et puis vous avez le rapport Braun qui est dans les années, très récemment en 2022, je crois. Et ils ont imprimé des orientations majeures dans l'évolution de la médecine d'urgence en France, avec je dirais pas l'aboutissement, mais un moment très important qui est 2015, la reconnaissance de la médecine d'urgence comme une spécialité à part entière. Et cette reconnaissance, elle est fruit de 4 grandes dynamiques principales, donc entamées depuis les années 2000. La première, c'est la spécialisation de la discipline, avec une vraie volonté de la médecine d'urgence de se recentrer sur son cœur de métier, c'est-à-dire la prise en charge de la gravité, avec du coup une volonté d'avoir des patients plus graves dans les services, et donc une volonté d'avoir de moins de patients moins graves, et donc un éloignement de la médecine générale. La deuxième dynamique est la spécialisation des circuits de prise en charge dans les services, avec des multiples accueils spécialisés pour les personnes âgées, pour la pédiatrie, pour l'AVC, pour les douleurs thoraciques. Enfin voilà, on a de plus en plus de structuration en filière au sein des services. La troisième dynamique, c'est la technisation de la discipline. On fait plus d'examens complémentaires, on a plus recours aux appareils qui remplacent la main du clinicien, le scanner, l'IRM, et les urgentistes se forment de plus en plus pour ces nouveaux outils, l'échographie. Voilà, donc on a de plus en plus de techniques dans nos prises en charge. La dernière grande tendance de la médecine d'urgence, c'est la régulation croissante des demandes de soins par le biais de mise en place de dispositifs de type SAMU, bien sûr, qui est bien sûr assez ancien, mais et récemment le service d'accès aux soins, qui ont une vocation à trier les demandes téléphoniques et à pouvoir orienter les patients vers d'autres types d'offres que la médecine d'urgence. Donc vous avez compris, la médecine d'urgence, depuis ces dernières années, a pris son futur en main, avec plutôt moins de proximité, plus d'expertise, et donc ce futur est en marche. En 2023, la régulation des demandes de soins a pris un nouveau tournant, avec ce qu'on appelle le filtrage d'accès aux services d'urgence. Donc là, on n'est plus sur des demandes de soins via le centre 15, on est là sur « je me présente aux urgences et je vais avoir on peut possiblement être réorienté soit vers le centre 15, soit vers d'autres types, et donc pas de prise en charge aux urgences ». Ce filtrage, il est maintenant permis par la réglementation, par la loi, et il est possible sous 2 modalités. Vous avez la modalité transitoire, quand vous avez un problème de pénurie de médecins, on va fermer l'accès aux services d'urgence momentanément. Et puis vous avez une deuxième façon, c'est la façon de la régulation plus pérenne, qui est elle territoriale, mais qui nécessite des prérequis un peu importants, c'est-à-dire que, bien sûr, s'assurer que la médecine de ville puisse absorber ce flux de malades. Derrière ce filtrage d'accès, l'idée est simple. Si l'on diminue les entrées, on diminue la saturation des services, et la régulation, du coup, apparaît comme une réponse à la saturation et à la pénurie. Mais le bilan de cette mesure, depuis maintenant 3 ans d'application, elle est mitigée. La régulation agit certes sur le volume, on a 20% de passages en moins pour les patients les moins graves, mais elle augmente l'activité des services d'urgence voisins qui ne régulent pas leur activité. Donc ça fait un effet collatéral. Elle augmente l'activité des centres 15 avec plus de 30% des appels en plus, donc il nécessite l'injection de professionnels urgentistes à cet endroit-là. Et surtout, elle n'agit pas sur la saturation des services. Il y a toujours autant de monde dans les services. Elle ne règle pas non plus la problématique de l'attractivité et de la fidélisation, puisque les services qui ont mis en place ce type de dispositif, ils n'ont pas plus de personnel. Autrement dit, la régulation peut être potentiellement un outil, mais probablement que ce n'est pas la panacée. Et vous l'aurez compris, malgré ces grandes orientations imprimées ces dernières années par la médecine d'urgence, qui sont structurantes, mais pour le futur, le sentiment reste mitigé, voire inquiétant. Et cela doit nous questionner sur ce que j'appellerais, moi, les potentiels angles morts non encore exploités ou explorés dans notre capacité à changer de focale et à faire émerger d'autres trajectoires.
Le premier angle mort dont je voulais vous parler, ils sont liés surtout à des biais cognitifs, à nos biais cognitifs, qui sont assez fréquents chez les soignants, et chez les directeurs d'établissement ou chez nos décideurs. Il y en a pas mal, mais je prendrai comme exemple le biais de cadrage ou de perspective, parce que c'est un bon exemple. Pour les professionnels de santé, le problème est simple. Si les urgences sont surchargées, ce que je vous disais, il faut que, à cause des usagers qui sont responsables de la consommation de soins, il suffit de fermer la porte et ça va régler le sujet. Ça s'appelle un biais de cadrage. Parce qu'en réalité, derrière la consommation en santé, c'est un bien de consommation comme un autre, et qui sont régis par les mêmes phénomènes comportementaux sous-jacents de consommation de soins. Et donc, si on veut agir sur cette consommation, il faudrait peut-être qu'on puisse essayer de comprendre pourquoi les gens consomment, afin de mieux y répondre et pas faire des solutions, et pas créer des solutions à côté des dispositifs. Et ce que je vous mets un petit peu dans le truc, c'est que la consommation de soins, c'est bien une rencontre entre un demandeur de soins qui a ses caractéristiques et sa capacité à comprendre la demande, à comprendre l'offre qui est à côté de lui, à comprendre son accessibilité physique ou culturelle, et en face vous avez un offreur de soins. Et c'est à ce moment-là que se fait cette consommation. Et si on ne comprend pas ces déterminants-là, les solutions qu'on risque de trouver ne sont pas les bonnes. L'autre angle mort dont je voulais vous parler, qui soulève sans doute une question déterminante dans l'avenir des urgences, c'est la définition de ces missions. Actuellement, les services d'urgence remplissent plusieurs fonctions dans le système de santé. Je vous ai parlé de la prise en charge de la gravité. Elle compense souvent les déserts médicaux, l'impact, et elle constitue un filet de sécurité sociale pour nos concitoyens. Mais je vous ai parlé du futur qui a été choisi par les urgentistes en diminuant la proximité, en essayant d'augmenter l'expertise. Si les urgentistes ont choisi cette orientation, ce n'est pas le cas de la société actuellement et des collectivités territoriales et des élus, puisque pour eux, les services d'urgence restent un moyen d'aménagement du territoire. Et donc, vous comprenez bien que ces missions sont ni équivalentes et ni neutres, et elles renvoient à des modèles d'organisation divergents et contradictoires. Et en cumulant sans clarification ces missions, ça expose le service d'urgence à une tension permanente, à ce qu'on appelle un lieu de double ou de triple contrainte, et qui sont une source de souffrance pour les professionnels et qui sont souvent synonymes de leur départ du service de l'activité de service d'urgence. Et donc, derrière cette réalité, une question est encore plus mise en avant, c'est celle de la responsabilité populationnelle sur un territoire. À qui incombe la prise en charge les soins non programmés ou de l'accès aux soins? Est-ce que c'est à l'hôpital? Est-ce que c'est aux urgences? Est-ce que c'est aux soins primaires? Est-ce que c'est à un collectif, dit l'hôpital? En tout cas, tant que cette responsabilité populationnelle n'est pas clairement assignée ni explicitement financée, le service d'urgence restera l'amortisseur systémique des déséquilibres de notre système de santé. Là encore, face à cette triple contrainte dont je vous en ai parlé, il est profondément humain d'avoir un réflexe de protection et de défense de la part des urgentistes en voulant choisir ses malades, en voulant fermer la porte. Le sujet devient éminemment éthique autour d'un dilemme que les services d'urgence ne peuvent pas eux-mêmes assumer et solutionner. Accueillir les patients sans les sélectionner, c'est impossible de trouver une réponse à ce dilemme tout seul. Et cette tension est ancienne. Alors on parlait tout à l'heure de l'étymologie, et c'est vrai que ce dilemme, il est aux urgences, mais il est à l'hôpital. Et sans paraphraser ce qui s'est dit ce matin, vous avez une étymologie entre hospès et hostice, l'étymologie de l'hôpital, entre hospitalité, et moi j'irai plus loin, et ennemi, puisque le patient, dans ce système-là, risque de devenir un ennemi pour les urgences, puisqu'ils vont se barricader derrière leur porte. Camus disait « L'absurde naît de la confrontation de l'appel humain avec le silence déraisonnable du monde ».
avec l'absurdité, on ne peut pas fidéliser ou attirer dans nos services d'urgence. Et donc il faut une clarification des missions des services d'urgence, et cette clarification, elle doit être collective. Autre angle mort, quand je parlais de sujet d'attractivité et de fidélisation, il renvoie directement à un sujet de management et de leadership. L'avenir et la soutenabilité des services d'urgence reposent vraiment sur ces éléments-là. Je ferai juste un parallèle. Un service d'urgence actuellement, c'est en fonction de sa taille, c'est entre 200, 300 ou voire 400 agents. C'est la taille d'une PME hospitalière. Et pourtant, les chefs de service, le plus souvent, cumulent à la fois du temps clinique, qui prennent 80% de leur temps, et un petit peu de temps de management. Et donc là, je pose une question simple, c'est est-ce qu'on peut envisager que dans une PME, dans un autre secteur, on puisse avoir un dirigeant qui passe la plupart de son temps sur une chaîne de production, voilà. Il a du temps pour manager, il a du temps pour prendre soin de son organisation, il a du temps pour prendre soin de ses agents, et actuellement, ce n'est pas le cas, en tout cas en médecine d'urgence. Alors, je vous ai parlé de changer de focale, donc un des réflexes pour aller chercher des idées, c'est de regarder ailleurs, et donc regarder dans d'autres pays. Et donc, les solutions complémentaires pour alimenter de nouvelles trajectoires pour le service d'urgence pourraient être effectivement de voir ce qui se passe, notamment dans les pays de l'Europe du Nord ou des Nord-Américains. Alors, cela va peut-être vous rassurer, ces systèmes sont tous en tension, donc non, il n'existe pas de pays où les urgences vont bien au sens français du terme. La différence n'est pas l'absence de crise, c'est la manière de l'absorber, de l'incarner, et d'incarner la résilience au sein de nos organisations et de garantir la soutenabilité de ces services d'urgence. Oui, certains pays ont fait des choix organisationnels cohérents dont on pourrait peut-être s'inspirer. Ils sont basés le plus souvent sur des principes simples et complémentaires. La régulation d'accès ne peut pas être l'outil unique de ce type de démarche. Elle doit s'intégrer dans une démarche systémique, associant graduation des soins, coordination, territorialisation affirmée, et bien sûr des métiers intermédiaires solides. Une des pistes, c'est graduer l'offre. Et c'est bien dans cette logique que certains pays se sont engagés. Et c'est bien sans doute dans cette logique que l'avenir de la médecine d'urgence doit s'inscrire. Donc arrêter le malthusianisme, arrêter de penser que réduire l'offre réduira la demande. Il faut essayer d'éviter de rejouer nos erreurs, notamment, regardez le numerus clausus, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut graduer l'offre sur les territoires, en complémentarité les unes avec les autres, avec des structures qui ont peut-être des missions différentes, mais qui sont articulées autour d'un service d'urgence pivot, et avec des antennes, voire des centres de soins non programmés, mais tout ça coordonné, tous ensemble sur un territoire, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il faut aussi graduer les compétences sur un territoire, pas pour gérer la pénurie, et là je pense aux IPA, mais pour mettre en face de chaque patient le bon professionnel. Comme je vous ai dit, l'approche comportementale doit devenir un vrai credo pour notre système de santé, pour construire des solutions un peu plus systémiques. C'est ce que nous faisons alors dans le Grand Est avec un dispositif qu'on a mis en place qui s'appelle le dispositif DOME, un dispositif d'accompagnement des usagers fréquents des urgences, qui vise à cibler une typologie de patients dans les services d'urgence, ce qu'on appelle les grands consommateurs de services d'urgence. Ils font quoi, ces patients-là? Ils passent 10 fois, 20 fois, 30 fois, 300 fois par an dans un service d'urgence. Alors, ils représentent 17% des usagers en France, et ils génèrent à eux tout seuls quasiment plus de 35% des passages. Alors, c'est pas une problématique, ces patients-là, c'est pas une problématique d'accès aux soins, puisqu'ils ont, en 93% des cas, ils ont un médecin traitant. Et ils vont voir un médecin généraliste 3 fois par an. Donc, c'est pas un problème d'accessibilité à un soin, c'est un problème de comportement, de consommation. Et derrière ces sujets, c'est souvent un sujet de complexité de vie, de complexité de parcours. Et le dispositif DOME, il vise justement à détecter cette complexité-là, à signaler ce comportement à une structure spécialisée dans la compréhension de la complexité de l'accompagnement. C'est ce qu'on appelle les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination. Et DOME, c'est 50% de réduction de passage aux urgences pour les patients qui sont accompagnés.
Alors bien sûr, parler d'innovation, enfin parler du futur sans parler d'intelligence artificielle, ça serait pas bien. Bien sûr que l'intelligence artificielle va faire son entrée et fait son entrée déjà dans les services d'urgence. Ses apports potentiels concernent pas mal d'activités, le triage, l'analyse d'imagerie, l'optimisation des flux et la décharge administrative. Mais l'IA ne remplacera pas le clinicien. Et surtout, l'IA révélera que la qualité organisationnelle dans le système dans lequel elle s'insère. C'est-à-dire qu'une IA sans organisation autour, sans mission claire, elle n'aura que peu d'impact. Comme je l'ai indiqué précédemment aussi, le futur des urgences passera aussi par l'investissement dans l'humain. Il s'agira d'arrêter de gérer des postes et des plannings et de passer à la gestion des carrières, des profils, en mobilisant de façon personnalisée les facteurs d'attractivité et de fidélisation pour nos professionnels. Et là aussi, des modèles existent à l'étranger, il suffit juste d'aller les voir. Il s'agit d'intégrer véritablement les sens de gestion et de sociologie des organisations dans nos services d'urgence et pour accompagner les carrières. Alors, on a lancé un projet de recherche qui s'appelle Medcast dans le Grand Est, qui vise justement à analyser les leviers de leadership et d'engagement collectif et de gestion des compétences au sein de plusieurs services d'urgence dans le territoire de Meurthe-et-Moselle. Mais comme je vous l'ai dit en introduction, la tension des services d'urgence n'est que le révélateur de la tension dans le système de santé. Je vais vous dire un secret, le problème des urgences n'est pas le flux d'entrée aux urgences, mais le flux de sortie. Et celui-ci est particulièrement impacté par l'organisation fragmentée de l'hôpital. En France, les lits sont rattachés à des services hyper spécialisés et l'admission dépend souvent de décisions qui, quelquefois, sont cloisonnées. Et le patient devient le patient d'un service et pas le patient de l'hôpital. Et dans certains pays, là aussi, l'organisation de l'hôpital est basée sur un principe de capacitaire collectif, avec des équipes soignantes allant vers le besoin du patient en fonction de sa localisation dans l'hôpital. D'autres expériences existent, internationales, qu'un pilotage transversal basé sur une gouvernance affirmée du capacitaire, appuyé sur des outils décisionnels, peut réduire les délais d'attribution des lits et donc de fluidifier les parcours. Alors ces exemples ne sont pas forcément des modèles à transposer à Detegrom en France, c'est pas le sujet de mon propos, mais de bien démontrer qu'il existe des solutions ailleurs et qu'il suffit peut-être d'aller les explorer. Alors, les trajectoires. Je vous ai dit, à partir de tout l'exposé, qu'il y a pas mal de solutions. On peut en fait identifier 3 trajectoires. Elles ne relèvent pas du déterminisme, mais correspondent à des choix implicites ou explicites que nous devons faire et qui redéfiniront progressivement le contrat social de l'accès aux soins et des urgences. Alors on a le choix avec le statu quo, c'est qu'on ne bouge pas, on continue à faire ce qu'on fait maintenant, et bien ça s'appelle subir et gérer la pénurie. On peut ajuster en spécialisant, en apportant des dispositifs supplémentaires à chaque fois, et ça permet à chaque fois de repousser un petit peu plus le premier scénario. On pourrait collectivement se répondre à toutes les questions que je vous ai posées, et donc anticiper, organiser une transformation systémique de nos systèmes de santé. Ces futurs, ils coexistent déjà aujourd'hui, et la question n'est pas de prédire lequel va arriver, mais décider lequel nous voulons organiser. Alors, en conclusion, j'ai dépassé un tout petit peu, je suis désolé. Les urgences ne sont pas un problème isolé à résoudre. Elles sont révélateurs du système de santé et des difficultés. Et le futur des urgences dépend donc du modèle hospitalier et territorial que nous souhaitons organiser. Et donc, ce futur, il ne faut pas qu'il soit subi, il faut le penser et surtout, il faut l'organiser. Merci.